Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment le destin de Susanna, une jeune Suédoise de 19 ans, venue étudier à Paris, va basculer dans l'horreur. À l'annonce de la mort de sa fille, Madame Palmqvist va faire un malaise et être hospitalisée. Chantilly, en plein cœur du département de l'Oise, à 40 km de Paris. Comme chaque jour, des milliers de personnes empruntent cette route départementale qui relie la ville à la forêt. Une forêt à la réputation tranquille. La forêt de Chantilly, c'est une forêt très calme, où beaucoup de personnes et de riverains se promènent, notamment le week-end, et où beaucoup de personnes pratiquent aussi l'équitation. C'est une forêt très calme. Mais le 19 avril 2008, au petit matin, une femme qui exerce la profession de vigile rentre de son travail sur la route, au milieu de la brume. Elle aperçoit au loin 2 mystérieux foyers d'incendie. Il est alors à peu près 7h moins le quart. Une passante va apercevoir 2 foyers d'incendie et va prendre attache avec les pompiers qui vont alors lui demander si elle a de quoi éteindre ces 2 foyers. Et effectivement, il se trouve que dans son véhicule, elle a 2 bidons d'eau et elle va aller éteindre les 2 foyers d'incendie sans s'apercevoir qu'elle est en train d'asperger d'eau un corps en pleine crémation. Un corps en train de se consumer en pleine forêt de Chantilly. Une scène tellement improbable que la jeune femme ne réalise pas qu'elle se trouve face à un cadavre. Elle pense qu'il s'agit là d'un mannequin, vous savez, un mannequin de vitrine, que des adolescents ou des jeunes gens ont laissé là à l'issue d'une fête peut-être un peu arrosée. Quoi qu'il en soit, elle ne prend pas conscience qu'il s'agit d'un corps. Quelques heures plus tard, à 12h15, une autre femme qui fait son footing passe devant le corps en crémation. Et contrairement à la vigile, elle va se rendre compte qu'il s'agit bien de restes humains. Elle va d'abord aller alerter des voisins. Elle réussit à les faire venir jusqu'à l'endroit où se trouve le corps. Et là, ils sont contraints de constater qu'effectivement, c'est un corps à moitié calciné qui gît sur ce sentier. Sur place, la joggeuse et ses voisins, en état de choc, assistent au spectacle le plus macabre qui soit. Il s'agit du corps d'une jeune femme qui repose sur le ventre, les mains menottées dans le dos. On sent l'acharnement de l'auteur, ou des auteurs de ce meurtre. On constate que le corps a été partiellement brûlé, mais plus principalement au niveau du bas-ventre et du torse aussi et des épaules, qui présente également des traces de blessures par balle. 5 blessures par balle, un corps brûlé, une femme dénudée et menottée dans le dos. Que s'est-il passé ce fameux jour d'avril dans la forêt de Chantilly? S'agit-il d'un acte de vengeance, d'une mauvaise rencontre? À qui appartient le corps retrouvé sans vie? Il est un peu plus de midi lorsque les gendarmes, prévenus du drame, arrivent en catastrophe dans la forêt de Chantilly. Une fois sur place, ils vont eux aussi découvrir la scène macabre. À ce moment-là, la piste criminelle est évidente et on ne peut, en revanche, sur le mobile du crime, former aucune hypothèse. On n'a aucune idée sur les circonstances qui ont amené la mort de cette jeune femme. Sur place, les gendarmes se mettent à la recherche du moindre petit indice. Mais rien, pas même des papiers d'identité, ne leur permettent de mettre un nom sur le corps retrouvé. Seul constat, le visage et les parties intimes de la jeune femme sont particulièrement brûlés. On peut aisément supposer qu'il s'agissait là pour l'auteur de dissimuler peut-être d'éventuelles traces qu'auraient pu laisser notamment des violences sexuelles. Alors que les enquêteurs cherchaient à établir l'identité de la victime, à 40 km de là, un autre drame se joue.
une femme particulièrement inquiète se présente au commissariat du 18e arrondissement de Paris. L'amie de sa nièce, une certaine Susanna, n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs heures. C'est vers elle que les amis de Susanna vont se tourner, inquiètes, dès 6 h du matin, et c'est elle qui ira signaler dans la matinée du 19 avril la disparition inquiétante de Susanna Zetterberg au service de police. Les policiers veulent en savoir plus sur cette mystérieuse disparition. Ils décident alors d'entendre une par une les amis de Susanna à l'affût du moindre détail sur cette étudiante suédoise. Le signalement de la disparition de cette jeune femme, évidemment, est accompagné de sa description physique. On sait que c'est une grande femme, belle jeune femme, mince, blonde. Elle est étudiante, elle a 19 ans, elle est suédoise. Elle travaille comme serveuse dans un café situé dans un grand magasin à Paris. Les enquêteurs en savent davantage sur Susanna, originaire de Suède. Elle venait de s'installer à Paris pour prendre des cours de français à la Sorbonne. Mais au cours de ces auditions, c'est un autre élément qui va leur paraître capital. Elles vont donc indiquer que Susanna portait un jean, des chaussures noires à talons, un petit haut, une veste noire et une écharpe. Le soir de sa disparition, Susanna portait un jean bleu. Les enquêteurs font donc directement le lien avec le jean calciné retrouvé sur le corps de la forêt de Chantilly. Et pour avoir la certitude qu'il s'agit bien de la jeune Suédoise, ils perquisitionnent son domicile. Les services de police vont se rendre au domicile de Susanna Zetterberg, vont saisir un certain nombre d'objets et vont notamment effectuer des prélèvements ADN ainsi que des prélèvements de traces papillaires, c'est-à-dire d'empreintes digitales. Ils vont relever une empreinte digitale de Susanna sur un spray coiffant qui se trouve dans la salle de bain de la jeune femme. Aussitôt, les empreintes relevées chez Susanna sont analysées par la police scientifique. Le résultat est sans appel. L'empreinte qu'ils vont réussir à identifier à partir de cet élément va leur permettre de comparer les empreintes relevées sur le corps découvert en forêt de Chantilly, et c'est à ce moment-là qu'ils identifieront formellement le corps comme étant celui de Susanna Zetterberg. Le corps retrouvé dans la forêt de Chantilly est bel et bien celui de Susanna. Les policiers ont à présent la lourde tâche d'annoncer à ses parents, arrivés en France en catastrophe, la mort tragique de leur fille. À l'annonce de la mort de sa fille, Madame Palmquist va faire un malaise et être hospitalisée. Pour la famille Zetterberg, la mort de Susanna est un véritable choc. Pourquoi la jeune femme a-t-elle été assassinée dans des circonstances aussi terribles? Qui a pu s'en prendre à une jeune Suédoise, étudiante de 19 ans et sans histoire? L'enquête permettra-t-elle de faire toute la lumière sur cet acte d'une extrême barbarie? Au 36 quai des Orfèvres, la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, est sur le qui-vive. D'entrée de jeu, les policiers s'intéressent à la dernière nuit de Susanna. Le 18 avril 2008, Susanna s'apprête à passer un week-end parisien pas tout à fait comme les autres. 3 de ses amis sont spécialement venus de Suède pour profiter des charmes de la capitale, mais surtout de ses nuits endiablées. La discothèque se rend Susanna Zetterberg avec ses amis. Elle a l'habitude d'organiser les vendredis soirs et les samedis soirs effectivement des événements plus réservés aux filles. C'est dans une boîte de nuit branchée, située en plein cœur de Paris, que se rendent les 4 amis. Et ce soir-là, ambiance et bonne humeur sont au rendez-vous. Elles se rendent dans cette boîte parisienne, rue de Rivoli, s'y amusent, font ce qu'on fait dans une boîte de nuit. En boîte, comme tous les jeunes de leur âge,
Susanna et ses amis consomment de l'alcool et semblent passer une soirée agréable. L'heure passe et après avoir enflammé la piste, Susanna décide de rentrer seule. Et aux alentours de 4h30 du matin, Susanna, qui doit ouvrir le café dans lequel elle travaille dans les grands magasins à 8h30, dit à ses amis « Je vais quand même aller dormir 2-3 heures avant de prendre le chemin du travail. » Elle cherche un taxi, il est 4h30 du matin, celui qui est devant la boîte de nuit refuse de la prendre parce qu'il a été commandé par quelqu'un qui l'attend. C'est à cet instant précis que le destin de Susanna va basculer. Un autre se range à ses côtés et accepte de l'emmener chez elle. Elle monte tout naturellement dans ce taxi. Selon les témoignages recueillis par la police, Susanna serait montée dans un monospace blanc aux vitres fumées. Grâce au bornage de son téléphone portable, ils vont retracer son itinéraire, plus que suspect. Le taxi va suivre un itinéraire aberrant, tournant plus ou moins en rond dans Paris. Elle part de la rue de Rivoli, il l'emmène place de la Concorde, jusque-là, les choses sont normales. Puis, au début du boulevard Saint-Germain, avant de revenir dans le 7e, pour enfin se retrouver dans le 17e. À ce moment précis, le monospace blanc se trouve à proximité du domicile de Susanna. Mais il ne s'y arrêtera jamais. Il est censé la déposer dans le 18e arrondissement, mais il va tout faire pour éviter le 18e arrondissement. Il ne va jamais se rendre dans le 18e arrondissement. Et il fait des tours, un peu, en boucle, en lacet. Pire, au bout de quelques minutes, le monospace s'engage sur l'autoroute, cette fois en direction du nord de Paris. Il quitte Paris à partir du moment où il se retrouve au Stade de France, à Saint-Denis, sur l'autoroute A1, direction Roissy. À 5h15, alors qu'elle se trouve sur l'autoroute, Susanna reçoit un appel. Au bout du fil, son ami, resté en boîte de nuit. Cet ami lui dit « Susanna, on va rentrer finalement, reste réveillée jusqu'à ce qu'on arrive pour nous ouvrir la porte, tout simplement. » Mais au cours de la conversation, Susanna va faire une révélation des plus étranges à son ami. Elle explique rapidement à son amie qu'elle est dans un taxi qu'elle trouve bizarre, étrange, mais elle dit ça d'une voix pas très inquiète en fait. Elle est sous l'effet de l'alcool, effectivement, elle a passé la soirée en boîte de nuit avec des amis, ils ont consommé de l'alcool, donc elle n'est pas plus inquiète que ça, mais elle dit effectivement, elle précise qu'elle est dans un taxi bizarre. Un taxi bizarre. C'est sur cette ultime impression que s'achève la conversation téléphonique. Dès lors, Susanna ne donnera plus jamais signe de vie. Pourtant, 45 minutes après ce dernier appel, les enquêteurs découvrent que sa carte bancaire a été utilisée à proximité de la forêt de Chantilly. La personne qui effectue ces retraits ou ces tentatives est filmée par les caméras de vidéosurveillance disposées autour des distributeurs de billets. Donc on voit très clairement une silhouette, c'est un homme. On voit que c'est quelqu'un qui doit avoir la peau blanche, parce qu'on perçoit un petit peu de peau, mais on voit sinon que des vêtements, parce que l'homme a une casquette qui semble être noire. On ne peut pas reconnaître, en regardant cette image, qui est derrière ce cache-col, cette écharpe, cette casquette et puis ce manteau. Dès lors, l'enquête s'accélère. Les policiers vont alors s'intéresser à l'auteur des retraits bancaires. Qui est-il ? Y a-t-il un lien entre cet individu et le meurtre de Susanna ? A-t-on affaire à un dangereux criminel ? Les policiers ont une piste, l'auteur des retraits, mais rien ne leur permet de l'identifier. Ils s'intéressent alors à ce fameux taxi bizarre évoqué par Susanna. Dès lors, les Bauer, la police des taxis, mènent elle aussi l'enquête. Ils vont demander à tous les taxis officiels la liste des véhicules monospace blancs à vitres fumées.
Et puis parallèlement à ça, ils se disent, et si ça se trouve, c'est un véhicule qui est un transport de personnes, peut-être que c'est un faux taxi, ce qu'on appelle les faux taxis. Et là, les Boers vont dire oui, effectivement, ça nous dit quelque chose, et on a le profil d'une personne qui pourrait très bien correspondre, qui est déjà connue des services de police et de la justice. Cet homme, c'est Bruno Chollet, un chauffeur de taxi clandestin de 51 ans. Les Boers le connaissent très bien. À 5 reprises, ils l'ont arrêté pour exercice illégal de taxi. Ce qu'il y a de particulier dans le cas de Bruno Chollet, c'est que non seulement il conduit un faux taxi, mais qu'il a par 2 fois dans le passé été condamné pour des affaires de viol. La police découvre alors le profil d'un homme au casier judiciaire particulièrement chargé. Vol à main armée à 15 ans, braquage, viol, des agressions sexuelles qui ont d'étranges similitudes avec le meurtre de Susana. Les victimes sont toujours de très jeunes femmes, parfois mineures. Elles sont toujours menacées par une arme de poing. Une d'entre elles sera retrouvée les mains ligotées dans le dos. Et elles sont quasiment systématiquement emmenées en forêt et 2 fois à proximité de la forêt de Chantilly. Lorsque l'affaire Susana éclate, Bruno Chollet a passé plus de 22 ans en prison. L'homme vient d'être libéré quelques mois plus tôt et tente de se réinsérer, en vain. Bruno Chollet, avec son passé, avec des crimes qu'il a commis, avec les délits qu'il a commis, sort lui aussi de détention. Et puis il a la rage, il veut s'en sortir, il veut enfin devenir un homme honnête, il veut enfin être dans la société. Il trouve un logement, il trouve même un CDI. Alors, c'est ce fameux transport de personnes. Des clients que Bruno Chollet est censé transporter uniquement sur réservation. Problème, à plusieurs reprises, il va utiliser son monospace blanc à des fins purement personnelles, ce qui est parfaitement illégal. Et puis, il va également prendre certaines personnes sur le bord de la route, dans certaines gares ou bien dans certains aéroports. Et à ce moment-là, c'est une activité qui n'est plus licite. Mais Bruno Chollet ne s'arrête pas là. Au cours de leur enquête, les policiers font une découverte capitale. À plusieurs reprises, le faux taxi a pris dans son monospace blanc des jeunes femmes. Les témoignages sont accablants. Elle explique toutes être montée donc dans son véhicule et que les choses ne sont pas très bien passées avec lui. Qu'il a eu un comportement un peu étrange, des regards insistants, des questions, des propositions aussi de relations sexuelles qu'elles vont refuser. Il y en a une même qui va, prise d'un peu de peur et de panique surtout, qui va quitter son véhicule alors qu'il était en marche. Elle va sauter du véhicule. Témoignages accablants, casier judiciaire impressionnant, activité illégale de faux taxi. Pour les enquêteurs, Bruno Chollet est à présent le suspect numéro 1. Alors, comment vont-ils procéder à son interpellation? L'homme est-il vraiment le monstre qui a tué Susana? Six jours après le meurtre de Susana, et grâce aux faisceaux d'indices recueillis, les policiers mettent en place une surveillance de Bruno Chollet. Avec un seul et unique objectif, trouver des preuves. Les enquêteurs espèrent recueillir un maximum d'éléments sur Bruno Chollet. Évidemment, voir avec qui il est en contact, si éventuellement apparaît des complices, si il a des éléments ou des objets qu'il déplace, s'il les emmène à des endroits aussi intéressants pour l'enquête. Les policiers ont vu juste. Bruno Chollet va effectuer plusieurs déplacements avec son monospace blanc. La filature commence alors dans les rues de Paris. Après plusieurs minutes, il s'arrête, achète une pelle, puis se rend au bois de Boulogne, se gare et s'engage à travers les forêts. Là, semble-t-il, il s'agenouille quelques minutes à différents endroits. Et il est en train de chercher manifestement quelque chose. Et là, son parcours va durer quand même pratiquement 1 heure. Bruno Chollet semble être à la recherche d'un objet qu'il finit par trouver.
56 minutes plus tard, il quitte le bois de Boulogne. Mais il n'a pas les mains vides. Il retourne à son véhicule, met ce paquet dans son véhicule et s'en va. Les policiers en sont convaincus. Sans le savoir, Bruno Chollet vient de leur livrer un précieux indice. Il n'y a donc pas de temps à perdre. En quelques secondes, il l'interpelle. Il ne résiste pas, il n'y a pas de résistance particulière physique à son interpellation. En revanche, non, il ne coopère pas du tout. Il ne comprend pas pourquoi il est interpellé, il est en retrait et il ne veut rien dire. Immédiatement, Bruno Chollet est placé en garde à vue. Le fameux paquet du bois de Boulogne est quant à lui expertisé. Lorsque l'on va ouvrir le paquet qui est enfermé dans un sac plastique, on va trouver un autre sac plastique. Et sur ce deuxième sac plastique est marqué Susanna 377. Dans le sac plastique qui supporte la mention Susanna 377, les policiers vont trouver une mallette. Et dans cette mallette, une arme. Une découverte qui laisse à penser que Bruno Chollet a supprimé méthodiquement sa victime. Mais c'est l'expertise de l'arme qui va lever les derniers doutes. Cette arme supporte les traces ADN de Susanna Zetterberg et de Bruno Chollet. Les traces ADN de Bruno Chollet et de Susanna sur une seule et même arme. Une preuve irréfutable qui confond le faux taxi. Mais contre toute attente, lorsqu'il est interrogé, l'homme nie tout en bloc. Bruno Chollet dit « Je ne suis pas propriétaire du sac plastique, ni de ce qu'il contient. » Et lorsque les enquêteurs lui présentent l'arme, en lui demandant « Qu'est-ce que c'est que ça ?», il le dit, mais il le dit en voyant l'arme, le nez sous l'arme, « Ça n'est pas à moi. » Bruno Chollet clame que l'arme ne lui appartient pas. Pire, il incrimine la police. Bruno Chollet est dans cette logique de la théorie du complot. Il va aller jusqu'à dire que ce sont les policiers qui ont prélevé son ADN sur un de ses vêtements avant de le déposer délibérément sur cette arme. Une thèse incompréhensible que seul Bruno Chollet est capable d'expliquer. Il dit voilà, moi les policiers m'en veulent tout simplement parce qu'ils voulaient faire de moi un indicateur et que j'ai refusé. Donc c'est pour ça qu'ils veulent m'impliquer et c'est pour ça qu'ils veulent se venger de moi, donc je suis l'objet d'une vengeance. Bruno Chollet est mis en examen le 27 avril 2008 pour enlèvement, séquestration et meurtre sur la personne de Susanna. C'est devant la cour d'assises de Paris qu'il va devoir répondre de ses 3 chefs d'accusation. Avouera-t-il enfin le meurtre de la jeune étudiante suédoise ? La famille de Susanna obtiendra-t-elle enfin des réponses aux questions qui la hantent ? Le 12 septembre 2012, plus de 4 ans après le meurtre de Susanna, le procès de Bruno Chollet s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Dévastée, la famille de l'étudiante suédoise espère avoir des réponses aux questions qu'elle se pose depuis tant d'années. Quand Susanna a pris conscience qu'elle était en danger, quand Susanna a commencé à vraiment avoir peur, quand Susanna est-elle réellement décédée ? Bruno Chollet est né dans une famille où on ne voulait pas vraiment de lui. Il est né en fait, sa mère était seule. Et 6 mois après la naissance de Bruno Chollet, elle va le placer. Alors d'abord dans des familles d'accueil, puis dans des foyers, puis dans des centres spécialisés. Il est allé dans des services psychiatriques et très jeune, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pour les parents de Susanna qui attendent des réponses, ce procès est une véritable épreuve. Le comportement du meurtrier présumé de leur fille est outrageant, au point de provoquer l'indignation.
il cherche à se défendre en agressant un petit peu. Et tout ça déplaît évidemment fortement. Et enfin, un déficit total d'expression de ce qu'il ressent. Un mutisme dans lequel Bruno Chollet s'enferme. Pire, le faux taxi va se retrancher derrière sa théorie du complot, à laquelle personne ne croit. L'hypothèse du complot policier n'a jamais convaincu personne, ni même retenu l'attention de qui que ce soit pendant quelques instants. Pourquoi les policiers auraient-ils mis cette arme dans son véhicule? Comment ont-ils pu vouloir accuser un faux coupable alors qu'ils avaient un élément leur permettant de trouver le vrai? C'est une sorte de folie. Cette invention de la thèse du complot repose sur la volonté de ne pas avoir à répondre de ses actes, sur la volonté de ne pas donner une quelconque explication. Des explications et des aveux que le faux taxi ne donnera jamais. Tout au long du procès, il refusera de dire ce qu'il a fait subir à sa victime. Ils attendaient que mon client avoue, mais mon client a toujours dit qu'il n'y était pour rien, qu'il était en dehors des faits, qu'il était innocent. Au bout de 15 jours de procès, le verdict tombe. Bruno Chollet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat de Susanna. Un soulagement pour sa famille. C'est très important pour nous. Aussi une justice pour Susanna. I'm very pleased over this verdict. It's some justice for my daughter. It's very important to go further. I like that. So you think And I'm very pleased with all with lawyers and the court, because we have that feeling that we are being treated very just reckless. Dans quelques mois, les parents de Susanna vont devoir une nouvelle fois affronter le regard de Bruno Chollet. L'homme, qui clame toujours son innocence, a fait appel. En attendant cette nouvelle épreuve, les parents de Susanna trouvent leur salut dans l'association qu'ils ont créée à la mémoire de leur fille. Un visage et un sourire qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Dans l'affaire qui va suivre, la présence d'un prédateur sexuel dans l'Ouest parisien va créer la psychose auprès de centaines de familles. J'ai pleuré, j'étais paniqué. Et je pouvais rien faire. Je savais pas quoi faire. Montreuil et Bagnolet, deux villes populaires situées à l'est de Paris. C'est dans ces banlieues vivantes de la Seine-Saint-Denis qu'un drame va se jouer, en plein cœur des quartiers. Les agressions se situent dans à peu près les mêmes quartiers, aux alentours de la porte de Paris, vers Bagnolet, Montreuil. On n'est pas dans des quartiers bobos, on est plus dans des quartiers de parcs communaux ou de stades. Ce jour de janvier 2009, deux adolescents de 11 ans, que nous appellerons Yanis et Jonathan, jouent au football dans l'un des parcs de la ville de Montreuil. C'est ici que se retrouvent les enfants du quartier lorsqu'ils n'ont pas école. Yanis et Jonathan sont donc des habitués des lieux. J'étais allé avec mon ami au parc. Il y a un gars, il est venu, il a tapé à discuter avec nous. Il nous a parlé, il disait d'où on vient et tout ça. Alors que Yanis et son ami s'amusent à imiter des figures de football de leurs idoles, un parfait inconnu les aborde. L'homme, aux intentions visiblement suspectes, propose à Jonathan d'aller acheter des bonbons.
Séduit, le garçon s'exécute pendant que Yanis reste seul avec lui. C'est là où il m'a dit viens, on va voir les poubelles. Moi je me suis dit c'est bizarre. Et après j'ai enlevé son bras. Après c'est là où il m'a pris pour surprise. J'ai repoussé son bras, il m'a chopé par le col et il m'a menacé d'un couteau. En quelques secondes, Yanis, 11 ans, se retrouve face à un homme qui le menace avec un couteau. Seul face à son agresseur, le garçon est tétanisé. J'ai pleuré, j'étais paniqué. Et je pouvais rien faire. Je savais pas quoi faire. Ouais, mais jamais rien arrivé de comme ça. L'agresseur n'a pas le temps d'agir. Jonathan, l'ami de Yanis, revient sans savoir ce qui vient de se passer. L'homme décide alors de s'en prendre à lui et ordonne cette fois à Yanis d'aller acheter du soda. Terrorisé et en état de choc, l'adolescent s'exécute. Mais très vite, conscient du danger que court son ami, il alerte les passants. À ce moment-là, je l'ai cherché. J'ai cherché partout, j'ai crié. Et là, les deux camps de la cité sont venus, m'ont dit ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout, ils m'ont raccompagné chez moi. Aidé par les grands du quartier qu'il connaît bien, Yanis rentre chez lui en courant. Sa maman, que nous appellerons Nadia, est rentrée plus tôt du travail. Elle découvre alors horrifiée son fils unique en état de choc. En montant les escaliers, sur le palier d'ailleurs, je voyais mon fils en train de pleurer encore. C'était un jour inoubliable. J'arrive pas à oublier ce jour-là, c'est pas possible. Yanis rapporte son agression à sa mère et explique, paniqué, que son ami Jonathan est resté seul avec l'agresseur. Alerté, le quartier entier se met à sa recherche. Quelques minutes plus tard, il le retrouve, à moitié nu, errant sur la route. Il est arrivé dans un état... J'arrive pas à vous expliquer, le pauvre. Il est en train de pleurer, trembler. Je l'ai serré contre mes bras. J'ai essayé de le calmer. Je lui ai dit, c'est fini, maintenant tu es là. Je lui ai demandé comment s'échapper. Il m'a dit, il m'a ramené jusqu'au parc. Et le temps que lui se retournait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Et l'enfant, il s'échappait. Malgré la menace, Jonathan est parvenu à fuir son agresseur. Il a sans doute échappé au pire, le viol. Il a pris son copain dans ses bras et commençait à pleurer tous les deux. Après, il s'est calmé un petit peu les deux. On a été tout le monde au commissariat de police. Au commissariat, Yanis et Jonathan racontent leur agression. Des témoignages que les policiers prennent très au sérieux, car depuis quelque temps, plusieurs faits similaires ont été rapportés. Y a-t-il un lien avec l'agression de Yanis et Jonathan? Qui est l'auteur de ces tentatives de viol? Alors que la police tente d'identifier l'agresseur qui vient de sévir à Montreuil, les enquêteurs remarquent très vite qu'un certain nombre de plaintes pour les mêmes faits ont été enregistrées ces derniers mois. Parmi elles, celle d'un garçon de 11 ans retient leur attention. Il a exactement le même âge que Yanis et Jonathan. Mon client rentre chez lui, il marche dans la rue sur un pont, et c'est près de la bretelle de l'autoroute. Et il se fait aborder par un individu qui rapidement le menace avec un couteau et l'entraîne pas très loin de là sur un espace vert en regard de la route. L'individu, armé d'un couteau, menace alors le jeune garçon de 11 ans et passe à l'acte. Et il l'isole dans cet endroit-là et il l'agresse sexuellement de façon, sous la menace d'une arme, de façon très traumatisante.
Et après, il le laisse repartir, comme s'il jetait quelque chose, quoi. Il s'en est servi, puis après il le laisse repartir en le menaçant, mais il a fait son affaire et voilà. Le violeur relâche alors sa victime, traumatisée et choquée. De retour chez lui, le jeune garçon raconte sa terrible agression. Il rentre chez lui à toute vitesse en pleurant, prévient son père de ce qui lui est arrivé. Son père lui dit qu'il ne va pas se changer, qu'il reste comme il est, qu'il ne faut pas prendre de douche ni quoi que ce soit, et qu'on reste comme ça, et on va à la police directement. Immédiatement, la jeune victime est prise en charge par le centre médico-judiciaire pour un premier examen. Les conclusions parlent d'elles-mêmes. Des éléments de preuve qui sont trouvés directement et à ce moment-là sur l'enfant, traces de sang sur les vêtements, des traces d'ADN de l'agresseur. Dans le même temps, 6 nouveaux viols et tentatives de viol sous la menace d'une arme ont lieu à Montreuil, Bagnolet et dans le 20e arrondissement de Paris. À chaque fois, les victimes sont de jeunes garçons âgés de moins de 15 ans. Et ils décrivent un même mode opératoire. Elles expliquent qu'effectivement elles ont été surprises par un inconnu qui est habillé en tenue sportive, qui porte un survêtement, qui pourrait laisser entendre qu'il est entraîneur de foot, qui peut peut-être les aider d'ailleurs à être repérés ou détectés par un club. L'homme séduirait donc des enfants aux abords des stades, en leur promettant de réaliser leurs rêves, avant de les agresser à l'abri des regards. Il menace avec son couteau vous imaginez, sur de très jeunes enfants qui ont très très peur quand ils voient un homme qui est grand et qui leur demande de se déshabiller. Le mode opératoire, c'est faire peur, menacer avec un couteau, menacer avec une arme quelqu'un, un enfant, qu'il va entraîner dans un lieu sombre pour pouvoir le violer. Systématiquement, les jeunes victimes décrivent le même agresseur. C'est un homme, type maghrébin, âgé d'une trentaine d'années, plutôt grand, assez mince. Les policiers sont convaincus qu'ils ont affaire à un seul et même homme. Ils vont alors faire appel à l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes, et au Salvac, un logiciel grâce auquel ils espèrent faire des rapprochements avec d'anciennes affaires. Les rapprochements se font à la fois à partir d'éléments objectifs. La voiture de l'auteur était blanche, l'auteur mesurait 1,90 m. Mais l'originalité par rapport à d'autres fichiers de rapprochement ou d'autres outils de rapprochement qui existent en France, c'est que Salvac utilise également des critères de nature comportementale. C'est-à-dire quel a été le comportement de l'auteur, quel a été le comportement de la victime. Est-ce qu'on a eu affaire à une approche violente, à une approche par ruse? Est-ce qu'il y a eu un comportement sexuel particulier de l'auteur au moment des faits? Mode opératoire identique, description semblable du violeur, même secteur. Les enquêteurs interrogent le Salvac et très vite, le logiciel va parler. Et à un moment donné, le logiciel va dire voilà, l'affaire pour laquelle vous avez entré les éléments, ces éléments pourraient correspondre à telle ou telle autre affaire. Grâce au Salvac, les enquêteurs font le rapprochement avec une affaire de viol sur mineur qui date des années 2001-2002. Ils vont alors comparer l'ADN connu du violeur à celui non identifié de l'agresseur de Yanis et Jonathan. L'ADN inconnu retrouvé sur les lieux des différentes agressions a été identifié et correspond à un certain Halim. Pour la première fois, les enquêteurs ont donc un nom, Halim. Ils vont alors se mettre à la recherche de cet homme, soupçonné d'être l'auteur des viols et tentatives de viol à Montreuil, Bagnolet et Paris 20e. Qui est-il ? Est-il un dangereux récidiviste ? Les policiers parviendront-ils à l'arrêter ?
Les policiers sont désormais à la recherche d'Halim, mais l'interpeller va s'avérer plus compliqué que prévu. L'homme est en cavale depuis plusieurs mois. Pour comprendre comment ce violeur présumé s'est retrouvé dans la nature, il faut revenir en 2006. Halim comparaît alors à Bobigny pour viol et agression de 10 mineurs. Il est impliqué dans cette première série de faits entre janvier 2001 et le printemps 2002, donc à Aulnay-sous-Bois. Là, on parle quand même de 10 agressions sexuelles et viols commis sur des mineurs. Il va être interpellé, il va être jugé pour cette affaire, une première fois en 2006, où il va écoper de 15 ans de réclusion criminelle. Originaire d'Algérie, l'homme, arrivé en France à l'âge de 20 ans et qui exerçait alors la profession de carrossier, écope de 15 ans de prison. 2 ans plus tard, après avoir fait appel, Halim comparaît à la cour d'assises d'Évry. Lors de son second procès, il va subitement être pris d'un malaise après avoir bu un café. Une personne tierce s'occupe du café, va le chercher au distributeur, pour faire simple. Ce café est remis à monsieur et après avoir bu ce café, qui ne boit jamais, monsieur est pris de symptômes très graves, de malaise, qui font interrompre le procès. Halim est alors transporté en urgence à l'hôpital pour y passer des examens. Il va être placé sous surveillance policière, évidemment, dans sa chambre. Il y a des barreaux, puisque c'est quand même un endroit où il est prévu de pouvoir hospitaliser des détenus ou des personnes incarcérées. Et alors que 2 policiers veillent devant la porte de la chambre d'hôpital, Halim réussit l'impensable, prendre la fuite en pyjama. Il y a des barreaux à la fenêtre, mais il va réussir à forcer les barreaux de sa fenêtre et à s'évader et à disparaître au cours de la nuit suivant son hospitalisation. À l'hôpital, comme au tribunal, c'est la stupeur. L'annonce de l'évasion d'Halim fait l'effet d'une bombe. Et on est obligé de révéler au président ou à la présidente qu'il n'y a plus de monsieur car il n'est plus dans sa chambre. C'était le moment où les victimes devaient s'adresser à la cour d'assises. Elles avaient des choses à dire à Halim. Ce qu'elles voulaient entendre d'ailleurs de sa part, c'est qu'ils reconnaissent les faits pour que eux puissent tourner la page et puissent passer à autre chose. À Évry, le procès d'Halim s'arrête donc subitement. La Cour prononce l'annulation de l'appel et rend définitif les 15 ans de prison auxquels le violeur a été condamné en première instance. Malgré le verdict, Halim est dans la nature et personne ne sait où il se trouve. Et je me suis dit, très sincèrement, il va être attrapé tout de suite, parce que, monsieur il est en tenue d'hôpital, donc en tenue d'hôpital, il est pieds nus, il n'a pas un copec dans la poche, il parle assez mal le français, il est signalé, on est en très grande banlieue, il va forcément être repris. Vous ne prenez pas un autostoppeur qui est en tenue d'hôpital, pieds nus, bon, il faut être clair. Donc moi j'étais persuadé qu'il serait repris dans les 24 heures. Or, les jours ont passé, les heures ont passé, monsieur n'a pas été retrouvé. Moi j'étais persuadée qu'au moment de son évasion, qu'il était parti à l'étranger. J'en avais la certitude. D'ailleurs, c'est ce que j'avais indiqué à mes clients à ce moment-là, qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter, qu'à mon sens, il était parti à l'étranger. Et alors qu'Halim est en fuite depuis 9 mois, de nouvelles agressions sexuelles sur mineurs reprennent dans l'Est parisien. Il est dans la nature. On est au mois de mars ou au mois d'avril 2008. Et au mois d'août, premier fait commis. À nouveau, nouvelles agressions sexuelles et viols commis sur des mineurs. Et on s'aperçoit que lorsque Halim est en cavale après son premier procès, la première chose qu'il fait, et c'est quand même extraordinaire, la première chose qu'il fait, c'est qu'il passe à l'acte. Donc nous avons une personne de dangereux avec un risque de récidive extrêmement important. Les policiers le savent, il y a urgence. À tout moment, Halim peut de nouveau passer à l'acte. Combien de temps la cavale du violeur en série présumé va-t-elle durer? Et surtout, y aura-t-il de nouvelles victimes?
À Montreuil, Bagnolet et Paris 20e, un lourd dispositif policier est mis en place. Chaque lieu qu'Halim avait l'habitude de fréquenter est étroitement surveillé. Les policiers sont dans l'urgence parce qu'on a un certain nombre de faits très rapprochés. On a un comportement qui est qualifié de prédateur. Donc à tout moment, il peut repasser à l'action. Et là, il y a un énorme dispositif de recherche qui est mis en place. Notamment là dans le 93, puisque c'est un homme qui gravite beaucoup dans ce département. Dans les rues, les stades et aux abords des écoles, l'ombre d'Halim plane. La psychose dans l'Est parisien est telle que la presse s'empare de l'affaire. On parle alors de l'affaire du violeur des stades. Suite à la diffusion de portraits robots et de photos du suspect, des gens vont penser avoir affaire à lui et pensent l'avoir reconnu dans la rue. Il y a eu un important bouche à oreille et effectivement, il y a eu une ambiance de tension importante. Ça crée une psychose, évidemment, à cette époque-là. Les gens le voient partout, tout le temps. À Montreuil, les habitants vivent dans l'angoisse. Certains pensent même reconnaître Halim et décident de se faire justice eux-mêmes. À tort. Il y a un homme qui va être battu, frappé, agressé très violemment parce que plusieurs personnes ont cru qu'il s'agissait du violeur des stades. Un homme battu à tort, de probables nouvelles agressions sexuelles. Les policiers le savent, il faut coûte que coûte arrêter Halim pour mettre fin à l'escalade de la violence. Et à force de patience et de détermination, cela va enfin payer. À la sortie du métro proche de Chavaux, il y a une patrouille de policiers qui sont tombés sur une personne qui correspondait à la description d'Halim. Ils l'ont un peu suivi et ils ont procédé à son interpellation. C'est en plein centre-ville de Montreuil qu'Halim est interpellé. Mais l'homme, que la ville entière recherchait, ne se laisse pas faire, loin de là. Lors de son interpellation, ça a été un peu musclé. Il ne s'est pas laissé faire, il a essayé d'haranguer la foule pour créer un mouvement en sa faveur. Il a essayé de prendre l'arme d'un policier pour pouvoir se défendre. Donc ça a été un peu mouvementé. Lors de cette interpellation, les policiers mettent la main sur un sac dans lequel Halim transporte un couteau, une carte de lycéen et 2 téléphones portables volés dans un stade de Bagnolet. Immédiatement placé en garde à vue et mis en examen, le violeur présumé est alors présenté aux jeunes victimes qui le reconnaissent formellement. Moi, on m'avait présenté 5 gars et on m'avait dit ouais, lequel tu reconnais. Et je sais plus c'est quel numéro, mais je l'ai reconnu. Tout semble accabler Halim. L'homme devra répondre de ses actes devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Reconnaîtra-t-il les faits? Les familles du petit Yanis et Jonathan auront-elles enfin les explications qu'elles attendent depuis des années? Le 9 mai 2012, le procès d'Halim s'ouvre à huis clos devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Face à lui, 9 enfants et leurs familles espèrent comprendre pourquoi l'homme s'est livré à de tels actes. Les parents viennent chercher des réponses, viennent pour entendre dire « oui, je reconnais, je l'ai fait ». Mais d'entrée de jeu, les victimes sont confrontées à un homme qui nie catégoriquement les viols et les agressions sexuelles pour lesquelles il est accusé. Il se déclare totalement étranger à la commission de ces graves infractions. Il dit que c'était peut-être un sosie, ou quelqu'un, sans parler de sosie, qui lui ressemble, un maghrébin comme lui, mais que c'est pas lui. Il n'est pas question de remettre en cause la bonne foi de tous ces jeunes qui ont été agressés. Mais la défense a toujours dit par quelqu'un d'autre que M. Halim conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, mais il est incapable de s'expliquer sur la présence de son propre ADN
retrouvés sur les victimes lors de l'agression. L'ADN, naturellement, c'est un mystère absolu, sauf à ce que certains les misent postérieurement sur les scellés prélevés sur les victimes. Un mystère qui en cache un autre, celui de son évasion. Pour l'expliquer, le violeur présumé invoque un scénario digne des plus grands films hollywoodiens. Il viendra expliquer très rapidement, tout de suite, que pendant ces 9 mois, c'est normal que l'on ne l'ait pas retrouvé, parce qu'il était retenu, c'est ces termes, retenu contre son gré, tout en étant libre de sortir, retenu, pas détenu, par des services secrets d'au moins 2 pays, dont on ne sait pas ce que sont les services secrets exactement, des services secrets, et que ces services secrets l'auraient évadé contre son gré, puis l'auraient utilisé à des missions d'infiltration dans les milieux salafistes parisiens. Très franchement, c'est une thèse qui ne tient pas. Et j'en veux pour preuve qu'elle ne tient pas, c'est qu'on imagine mal des agents secrets violer des enfants pour faire accuser Monsieur Halim. Ils avaient tant besoin de lui. Pire, Halim, qui estime ne rien avoir à faire dans cette cour d'assises, verse dans la provocation. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il refuse d'y assister, invoquant une prière, invoquant le fait qu'il est fatigué, invoquant des moments où même il va tourner le dos à la présidente de la cour d'assises. Il est extrêmement méprisant. Les victimes ont peur. Elles ont eu peur au moment de l'agression. Il y a le souvenir de cette agression, des menaces avec le couteau. Elles se présentent à la salle d'audience avec quelqu'un qui est provocateur, qui les regarde droit dans les yeux, qui les toise. Et il y a la peur qui s'installe dans le tribunal, dans la cour. Malgré la peur, les victimes n'ont pas d'autre choix que de témoigner. Face à son agresseur, Yanis prend son courage à 2 mains et explique son calvaire. Et à chaque fois, il parlait, il menaçait les gens. Il partait tout le temps avant que ce soit la fin. Et il y a des gens qui ont pleuré. Il était culotté en plus, il parlait, de temps en temps il rigolait, je sais pas, il disait n'importe quoi. Que nous, c'était l'enfer de voir l'agresseur de mon fils devant moi. C'est pas humain, c'est pas humain. C'est un monstre, c'est pas possible. Au terme de 9 longues journées, le verdict tombe. Halim est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 22 de sûreté. Une annonce qu'il accueille sans la moindre émotion. Il n'a pas de signe, il n'a pas d'expression particulière pour les victimes en tout cas. Non, il n'y a aucune expression de regret, ni de remords, ni de compassion. Il n'y a rien du tout. Ils attendaient ces mots de la part d'Halim. Des mots également pour comprendre comment il a pu commettre de tels faits. Et finalement, ils ressortent. Il n'y a aucune réponse et un vrai mépris. C'est sans explication ni excuse que les victimes ressortent de la cour d'assises. Leur seule consolation, la condamnation d'Halim. Malgré les dénégations et le mépris, les victimes n'ont pas d'autre choix que de se reconstruire. Une épreuve que le jeune Yanis surmonte grâce à son entourage. Grâce à ma mère que je suis là. J'ai pensé à elle, j'ai pensé à qu'est-ce que ferait à ma place. Enfin, maintenant, je me méfie plus des gens, mais voilà, j'ai mes potes, j'ai mes amis. Mes meilleurs amis me soutiennent. Il y a d'autres gens qui n'ont pas eu de la chance que j'ai eue. Depuis l'incarcération d'Halim, le calme et la sérénité sont revenus dans l'Est parisien. Mais le calvaire des victimes est loin d'être terminé. Elles vont devoir à nouveau affronter le terrible regard d'Halim, car le violeur a fait appel. Un nouveau procès douloureux qu'elle s'apprête à vivre.
Dans l'affaire qui suit, vous allez découvrir comment toute une ville du bassin parisien s'est retrouvée hantée par la disparition tragique de Jennifer, une jolie jeune fille de 22 ans. Ils sont totalement effondrés, quoi. Je veux dire. Comme on peut apprendre la mort de sa fille, quoi, je veux dire. Ça serait accidentel, je veux dire, bon, on aurait encore... mais là, de savoir qu'elle a été tuée par une personne qu'elle connaissait, je veux dire, elle ne l'a même pas. Nous sommes à Creil, une ville de 35 000 habitants, à seulement 45 km au nord de Paris. Située dans la vallée de l'Oise, elle a longtemps été un important bassin ouvrier de la région parisienne. Creil, c'est un secteur qui est particulièrement touché par la crise. C'est une ville difficile, c'est une ville où il faut survivre. C'est une ville un peu grise. On peut dire qu'il y a beaucoup de misère globalement, mais voilà, c'est pas une ville facile, c'est une ville marquée par la pauvreté. C'est dans cet environnement, touché de plein fouet par la crise, que le 13 novembre 2008, une femme va mystérieusement disparaître. C'est pas une beauté fatale, esthétique, complexe. Voilà, c'est une beauté fraîche, naturelle. Cette jolie fille, c'est Jennifer Vimeux, une jeune Creilloise de 22 ans, qui, du jour au lendemain, s'est littéralement volatilisée. Il n'y a plus de nouvelles. Elle disparaît, plus de signes de vie, les heures s'écoulent. Ce n'est pas son habitude. C'est pas quelqu'un qui disparaît pendant des mois, pendant des jours. Pour les parents de la jeune fille, c'est la panique et l'incompréhension totale. Les parents sont inquiets car Jennifer n'est pas coutumière des faits. C'est la première fois qu'elle disparaît. Étant adolescente, elle n'a jamais fugué. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, frappe la famille et qui va la frapper à tel point que, d'emblée, elle sent qu'il y a une situation de danger. Des craintes, mais surtout un mauvais pressentiment pour la famille de Jennifer, car cela fait plus de 24 heures qu'elle n'a pas donné de nouvelles. Ses parents décident alors de signaler sa disparition au commissariat de Creil. On a dû indiquer à cette famille que Jennifer a 22 ans, qu'elle est majeure, qu'elle est sans doute partie avec une copine ou des copains ou je ne sais trop où, et qu'on va se donner un battement de quelques jours pour peut-être y voir plus clair. Elle n'a pas de problème de santé, aussi bien physique que mental, donc cette disparition ne paraît spécialement pas très inquiétante. Mais les parents de Jennifer connaissent leur fille comme personne, et pour eux, il lui est forcément arrivé quelque chose de grave. Mais quoi? Pourquoi leur fille ne donne-t-elle plus de nouvelles? Et surtout, où est-elle? Pour la police, la disparition de Jennifer Vimeux n'est donc pas inquiétante. Mais pour sa famille, qui redoute le pire, il est urgent de prendre les choses en main et d'alerter tout le quartier. Ils vont placarder certains lieux de la photo de Jennifer en demandant que les personnes puissent se manifester s'ils ont des renseignements à communiquer. Dès lors, l'avis de disparition de Jennifer Vimeux est diffusé partout, dans les commerces et dans les rues de la ville. Sa famille n'a qu'un espoir, recueillir le moindre petit indice sur ce qui a pu lui arriver. Car dans la vie de Jennifer, rien ne peut expliquer une telle disparition. Elle a fini ses études, elle est à la recherche d'un emploi. C'est une jeune fille qui est décrite comme vive, aimant la vie. C'est une jeune femme qui bouge beaucoup, qui vit beaucoup, qui a de nombreux amis, qui se déplace, qui sort énormément. Bref, elle profite de la vie au maximum. Jennifer paraît heureuse, même si sa relation avec son petit ami n'est pas des plus sereines. Alors Jennifer fréquente un jeune Nicolas, Duflo.
avec lequel elle a des relations suivies. Puis effectivement, c'est un peu je t'aime, je ne t'aime plus, je pars, je reviens, voilà. Donc on a des relations, on va dire, en dents de scie. Jennifer décide alors de rompre avec Nicolas. Fatiguée et énervée par son comportement, elle le quitte le 13 novembre 2008, le jour où elle va disparaître. Nicolas Duflot, c'est un toxicomane qui a des problèmes avec des dealers de drogue dans la région de Creil. C'est pas un grand bandit, c'est un client comme les policiers en connaissent beaucoup. C'est pas un caïd de la drogue au niveau local. Nicolas Duflot ne serait donc qu'un simple consommateur, mais il cumule près de 4 000 € de dettes auprès de ses dealers. Jennifer aurait-elle alors été enlevée par représailles? Vient à Nicolas l'idée que lui, faisant un petit peu de trafic de stupéfiants, peut-être, ayant reçu des menaces, peut-être qu'effectivement on s'en est pris à sa petite amie. Il se dit qu'à tout le moins, on a peut-être séquestré Mademoiselle Vimeux pour essayer de l'atteindre lui et pour essayer ou de le faire chanter ou en tout cas de trouver une somme d'argent complémentaire le plus rapidement possible. Immédiatement, la dette est réglée, mais Jennifer ne réapparaît toujours pas. Sa cousine, qui sait qu'elle avait l'intention d'aller chez son petit ami, décide de lui rendre visite. Mais contre toute attente, c'est son père, avec lequel il vit, qui la reçoit. Effectivement, la cousine se rend chez Philippe Duflot, puisque c'est là où elle devait aller en dernier, et elle voit la voiture. Et là, elle lui pose la question, effectivement, est-ce que tu as vu Jennifer? Il lui répond oui, elle est venue prendre des affaires, elle est repartie, etc. Mais elle lui dit, mais attends, il y a sa voiture qui est là. Jennifer se serait donc bien rendue chez son petit ami. Mais la présence de sa voiture restée sur place intrigue sa famille, qui décide alors d'en informer la police. C'est la famille qui va convaincre les enquêteurs qu'il y a des craintes et que ces craintes sont plus que des craintes d'ailleurs. La famille viendra dire, on l'a trouvé bizarre, monsieur Duflot, il transpirait, il avait l'air inquiet, etc., etc. Philippe Duflot aurait eu un comportement étrange. Pire, il aurait tenu des propos inquiétants à la famille de Jennifer Vimeux. Il dit à un proche, de toute façon, les flics peuvent venir chez moi, ils ne trouveront ni sperme, ni sang. Alors là, la famille est complètement interloquée. Elle se dit, mais c'est hors de propos. Ou alors, justement, il s'est passé quelque chose de gravissime. Les policiers apprennent très vite que Philippe Duflot est sensible au charme de la copine de son fils. Et qu'à plusieurs reprises, il a tenu des propos déplacés à son égard. Et Jennifer, quand elle reçoit régulièrement ces propos déplacés, pour elle, c'est une violation de son intimité. Elle va voir Nicolas, elle va voir sa famille, elle lui dit tu sais, il a encore eu des propos déplacés. Et elle demande à Nicolas d'intervenir. Et Nicolas, il fait quoi? Il va voir son père, il dit arrête de lui parler comme ça. Sans nouvelles de Jennifer, et face à l'insistance de sa famille, les policiers vont alors se pencher sur le profil de Philippe Duflot. Qui est-il? L'homme a-t-il un lien avec la disparition de sa belle-fille? Pourquoi ses proches le craignent-ils autant? Pour le moment, la police de Creil n'a aucune piste sérieuse. De son côté, la famille de Jennifer insiste pour que les enquêteurs prennent en compte leurs doutes au sujet de Philippe Duflot. On sait de Duflot que c'est un homme qui jouit d'une excellente réputation professionnelle. Ça, c'est incontestable. Il est gardien du stade. Il a un emploi stable, il a un logement de fonction. Ça le place déjà, finalement, dans la moyenne haute des habitants de Creil. C'est pas un raté. Professionnellement, c'est pas un raté. Dans la ville de Creil, Philippe Duflot est donc connu et reconnu pour être un excellent gardien de stade, un employé modèle, mais aussi un bon père de famille. Monsieur Philippe Duflot, effectivement, s'est retrouvé avec cet enfant sur les bras dès son plus jeune âge et l'a élevé, sans la mère de Nicolas. Hein. Donc on a aussi quelque part un couple
père-fils, et une fusion importante entre Monsieur Duflot et son enfant. Mais si Philippe Duflot apparaît comme un homme parfait, son rapport aux femmes est loin de l'être. C'est un personnage qui se vante de relations sexuelles avec des jeunes filles à longueur de temps, qui est décrit par tout le monde comme quelqu'un qui parle très facilement de sexe, qui tient des propos graveleux. Le gardien de stade modèle aurait eu à plusieurs reprises des propos déplacés envers sa belle-fille. Il se serait même vanté auprès de ses collègues, dont un certain monsieur Omar, d'avoir eu une relation avec Jennifer. Duflot s'est vanté d'avoir une relation qui dure depuis un certain nombre d'années avec Jennifer, mais surtout, c'est qu'il décrit Jennifer d'une manière tout à fait choquante. Il dira, en parlant de Jennifer, c'est une... Il se vante de l'avoir... Monsieur Omar est lui-même très choqué par ce discours et les termes qui sont employés par Duflot. Des paroles d'une extrême violence qui sonnent alors comme des menaces et que Philippe Duflot aurait proférées devant témoins. Lors d'une réunion familiale, il avait dit devant plusieurs personnes que s'il ne pouvait pas avoir Jennifer, il la violerait. Pour les enquêteurs, ces propos ne sont pas anodins. En poursuivant leur interrogatoire, ils vont découvrir que l'homme s'est plus que confié en détail auprès de son collègue, Omar. Duflot aura même la stupidité de dire à M. Omar que il vaut mieux que l'on ne retrouve jamais le corps de Jennifer, c'est beaucoup mieux pour lui. Pourquoi Philippe Duflot a-t-il fait allusion au corps de Jennifer? Pour les policiers de Creil, c'est un élément capital. Ils sont convaincus que l'homme sait des choses. Ils se rendent alors chez lui. Duflot, en les voyant arriver, nous a dit « Tiens, voilà les experts, de toute façon, vous ne trouverez rien ». Déjà, ce propos, ça nous a paru très curieux. On s'est dit que bon, il peut avoir un lien, de près ou de loin, avec la disparition de la jeune fille. Philippe Duflot est alors mis en examen avec son fils Nicolas. Mais que savent-ils véritablement de la disparition de Jennifer? Pourquoi l'homme a-t-il parlé de son corps? Et surtout, y a-t-il encore un espoir de revoir la jeune femme en vie? Au commissariat de Creil, Nicolas et Philippe Duflot sont en garde à vue. En confrontant père et fils, les policiers espèrent faire monter la pression et obtenir des informations sur la disparition de Jennifer. On savait que Nicolas Duflot, lui, au moment de la disparition, n'était pas là, qu'il avait un alibi. Pour les enquêteurs, c'est peut-être le moyen de mettre la pression au père et d'obtenir de lui quelques informations, sinon des aveux. Une stratégie qui va s'avérer payante au bout de 24 heures de garde à vue. Philippe Duflot, qui ne supporte pas de voir son fils en cellule, se décide enfin à parler. Philippe Duflot demande au chef de poste, alors qu'il se trouve en cellule de garde à vue, de voir les enquêteurs. Et quand on lui dit que non seulement le fils est en garde à vue depuis plusieurs heures, mais qu'il va y avoir une mise en présence, Monsieur Duflot craque. Après de longues heures passées sans le moindre mot, Philippe Duflot rompt enfin le silence dans lequel il s'était réfugié. Et ses aveux font froid dans le dos. Monsieur Duflot explique que il a étranglé cette jeune fille, que aussi dramatique que ça puisse paraître, mais ça l'est, c'est extrêmement difficile d'étrangler quelqu'un. Il explique sans sourire qu'il s'y est pris à 2 reprises. Il va jusqu'au bout de son acte, alors qu'il réalise parfaitement ce qu'il est en train de faire. Le soir du 13 novembre 2008,
Philippe Duflot a étranglé Jennifer Vimeux, de sang-froid. Une scène terrible qu'il raconte aux policiers. L'homme va tout dire, dans les moindres détails. Monsieur Duflot laisse le corps dans la maison, allongé sur le lit de sa chambre et part retravailler le matin. Il donne l'impression d'être tout à fait normal. Et le lendemain, vers 19 ou 20 heures, il se trouve confronté à cette nouvelle réalité, c'est que faire du corps. Il a souhaité faire disparaître le corps en le cachant dans un grenier, après avoir tenté de gravir l'échelle et qu'il y avait renoncé parce que le poids du corps était trop lourd, il n'y parvenait pas. Incapable de transporter le corps de Jennifer, Philippe Duflot le conserve une journée entière chez lui, avant de prendre la décision de le dissimuler dans le stade dont il est le gardien. Monsieur Duflot d'abord indique que, avec une excellente mémoire encore une fois, il a enterré la petite à l'aplomb des tribunes du stade dans lequel il avait l'occasion d'exercer son activité professionnelle, quasiment à moins de 200 mètres de son lieu d'habitation. C'est donc dans le stade municipal que Philippe Duflot enterre la jeune Jennifer. Face aux questions des enquêteurs, il répond de sang-froid, sans oublier chaque détail de cette terrible scène d'horreur. Il attend 22 ou 23 heures, il fait froid, il prend une pelle, il va déblayer un endroit précis à l'aplomb des tribunes et il va faire un trou, il va chercher le corps, qu'il aura pris soin de mettre dans 2 sacs poubelles différents. Il le traîne comme il le peut jusqu'à la fosse de la petite. Il va déposer Mademoiselle Vimeux dans ce trou qu'il recouvre de terre, qu'il recouvre de feuilles. Pendant plus d'une semaine, le corps de Jennifer Vimeux gît au pied des tribunes du stade, alors que pour sa famille, tous les espoirs sont possibles. Jusqu'à ce que les enquêteurs viennent annoncer la triste vérité. Ils sont totalement effondrés, quoi. Je veux dire, comme on peut apprendre la mort de sa fille, quoi, je veux dire. Ça serait accidentel, je veux dire, bon, on aurait encore... mais là, de savoir qu'elle a été tuée par une personne qu'elle connaissait, je veux dire, elle ne l'admet pas. La famille prend alors connaissance de cet acte d'une extrême barbarie et s'effondre. La police doit répondre à plusieurs questions. Pourquoi Philippe Duflot a-t-il tué la copine de son fils? Que s'est-il réellement passé le 13 novembre 2008? Les policiers de Creil veulent comprendre les raisons qui ont poussé ce gardien de stade à supprimer brutalement sa belle-fille. En garde à vue, l'homme affirme avoir eu une liaison avec Jennifer. Une histoire restée secrète de longs mois. Problème dans l'entourage de la jeune femme. Personne n'y croit. Duflot, il a 50 ans, il est un peu disgracieux, pas très élégant, pas très cultivé. Et puis, donc, on a ce profil-là. Puis, on regarde Jennifer Vimeux, 22 ans, plutôt belle fille, pleine de vie. Puis, on les met l'un à côté de l'autre et on se dit, ces deux-là, ils ont une relation. Ça marche pas. Personne n'y croit à son histoire. Personne n'y croit. Mais Philippe Duflot persiste et signe. Il explique que le jour du drame, comme à leur habitude, lui et la jeune femme auraient eu des rapports sexuels consentis. Ils discutent, ils se rendent tous les deux dans la cuisine de Duflot, il lui propose un verre et il explique que finalement ils se sont rapprochés. Des caresses, des baisers. Et qu'ensuite, eh bien, ils se sont rendus dans sa chambre où ils auraient eu une relation sexuelle. Et il dit que ce soir-là, la relation sexuelle, qui en l'occurrence était une fellation, était également consentie.
Philippe Duflot explique aux policiers qu'après cette relation sexuelle, Jennifer aurait affirmé vouloir dénoncer son petit ami, le fils de Philippe Duflot, à la police pour son trafic de drogue. L'homme aurait alors vu rouge. Et Duflot, il arrive avec une thèse étonnante. J'ai voulu protéger mon fils parce qu'elle voulait le dénoncer. Il fait un choix terrible. Il préfère, quitte à prendre des risques énormes, supprimer Mademoiselle Vimeux, qui est, dit-il, sur le point de révéler que Nicolas trafique, plutôt que de la laisser en vie et plutôt que de laisser courir un risque judiciaire à la personne de son fils. Philippe Duflot aurait donc assassiné Jennifer dans l'unique but de protéger son fils. Une thèse qui ne tient pas la route. Les résultats de l'autopsie, réalisés sur le corps et plus précisément sur le crâne de la victime, sont formels. Ces traces correspondaient en réalité à l'empreinte d'une main, de doigt plus précisément, qui exerçait une pression. Et là, bien sûr, tout devient clair et on comprend très bien que, en réalité, cette relation sexuelle, cette fellation, n'a pas été consentie, mais au contraire forcée. Philippe Duflot aurait donc violé, séquestré, puis sauvagement étranglé sa belle-fille. Pour Nicolas, son fils et petit ami de Jennifer, le monde s'écroule. Le jeune homme va alors commettre l'irréparable. Il est parti tout simplement promener son chien comme il le faisait tous les jours. Sauf que Nicolas ne revient pas. Sa disparition, là aussi, devient très inquiétante. Toutes les forces de police et de gendarmerie sont à la recherche de Nicolas et on ne le retrouvera que quelques jours plus tard. Nicolas s'était pendu avec l'aise de son chien. Le suicide de Nicolas, une mort tragique qui vient s'ajouter à celle de Jennifer, que le jeune homme considérait comme la femme de sa vie. Il y avait un attachement très profond de Nicolas envers Jennifer. Alors accentué évidemment par la perte, par les circonstances de la perte. On vous dit, ta petite amie a été tuée par ton père. J'imagine que pour Nicolas, ça a été insupportable. Insupportable pour Nicolas, mais aussi pour la famille de Jennifer, qui va pourtant devoir affronter Philippe Duflot lors de son procès. L'homme aura-t-il des regrets? Présentera-t-il des excuses à la famille de Jennifer? Le 19 mars 2012, plus de 3 ans après le viol et le meurtre de Jennifer Vimeux, Philippe Duflot comparaît devant la cour d'assises de l'Oise. Face à lui, une famille dévastée qui attend des réponses. L'ambiance, elle est tendue parce que d'abord on arrive avec un dossier qui sort peut-être quand même un peu de l'ordinaire. Et puis je sais qu'en face, on a une famille qui est endeuillée, pour qui la mort de Mademoiselle Vimeux est encore extrêmement présente. Dans la cour, le souvenir de Jennifer et le calvaire qu'elle a enduré hantent les esprits. Tous veulent comprendre les raisons de son geste. Mais à la barre, Philippe Duflot reste vague, incapable de s'expliquer. On a beau l'interroger, lui poser des questions précises, il ne répond pas franchement, il esquive. Il n'est pas très clair dans sa tête, je crois. Il est un peu comme un enfant qui s'est fait pincer après une énorme bêtise. Pire, Philippe Duflot verse dans la provocation et fait preuve d'un mépris qui dépasse l'entendement. Il a jeté sa bile et il a eu peu d'égard pour cette jeune fille. Il jette à la face de mes clients, la famille de Jennifer, qu'il ressent de la haine pour Jennifer. L'homme affiche un manque de respect total pour la défunte et pour ses proches.
Pour justifier son acte, il n'hésite pas à salir la mémoire de la jeune femme. La défense de Duflo, c'était de dire du mal de Jennifer, en fait. Il a dit, elle a causé tout notre malheur, c'est le diable qui est rentré dans notre famille. Tout le monde est choqué de cette déclaration. Parce qu'on a quelqu'un, finalement, qui est incarcéré, qui devrait réfléchir, qui devrait mûrir, qui a ôté la vie à quelqu'un et qui dit « Non, mais je l'ai fait, mais je devais le faire parce que j'avais pas d'autre choix que de le faire. » Donc ça bouleverse. Pour les proches de la jeune femme, ce procès vire au cauchemar. Tous ont l'impression que Jennifer est passée de victime à accusée. Je crois vraiment que ce procès, il a ajouté à la peine de la famille. La famille Vimeux vit cela très durement. Pour elle, c'est quelque chose d'effroyable. Non seulement cet homme a enlevé la vie de leur fille, de leur sœur, mais en plus, on a le sentiment que cet homme, de par sa colère, de par le mépris qu'il revendique, qu'il affiche, semble aussi vouloir tuer Jennifer une seconde fois dans le cœur de sa famille. Après 3 jours éprouvants de procès, le verdict tombe. Philippe Duflo est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Une sentence qu'il accueille sans émotion. Une souffrance de plus pour la famille qui espérait une condamnation plus lourde. 4 ans se sont écoulés depuis la mort tragique de Jennifer Vimeux. Sa famille tente, tant bien que mal, de se reconstruire. Vous avez une maman qui ne se remet pas de la mort de sa fille, qui est toujours dans la contemplation de sa photo, qui essaie de se maintenir, mais qui a du mal à affronter la vie au quotidien. Il y a un père aussi qui essaye, bien qu'ils soient séparés, ils sont néanmoins très souvent ensemble, qui essaye de réconforter cette mère qui est dans la douleur. La ville de Creil, elle, restera à tout jamais marquée par le visage de cette jeune femme de 22 ans, partie trop tôt et à qui la vie souriait.